Maintenant, Jean Luquet va nous prouver que l'amitié franco-italienne est une réalité. Tu as besoin de ça? Non. Nous n'avons pas le texte de Hélène Morin pour le livre. Ah. Donc, Le texte de Hélène Morin. No, però lui ce l'ha. je n'ai pas son texte. Tu l'hai ricevuto? Ah no? No. Ah bon. Beh, tu vas communiquer que dans les horaires. Voilà. Ouais. Bien. Jean Luquet, directeur des archives, du patrimoine et des musées du département de la Savoie. Merci. Je tiens effectivement d'abord à remercier l'accueil que nous ont ménagé nos collègues de Turin et en particulier, bien sûr, les archives d'État. Et je vous promets que nous ne chercherons pas plus à récupérer des documents, même ceux qui sont sur l'inventaire de la Chambre des comptes de 1724. Le point de départ de la réflexion que je vous propose, c'est de revenir à ce qu'est l'histoire de la Maison de Savoie et finalement ce principe médiéval des États constitués autour de la personne du prince, qui conduit par exemple le comte de Savoie à ne centraliser ses archives que près d'un siècle plus tard que l'exemple qu'il pouvait avoir du roi de France, Philippe Auguste. Et cet État de Savoie qui se constitue autour de la personne du prince et qui est capable de fédérer toutes sortes de territoires, depuis le pays de Vaud jusqu'aux Viennois et bien sûr les principautés piémontaises. Mais cette dimension personnelle des territoires de Savoie ne doit pas masquer que c'est aussi un État constitué autour du droit romain, particulièrement, évidemment, depuis le XVIIe siècle, et puis que ce droit romain a été revisité sous forme de monarchie absolue par les royales constitutions, par la volonté de Victor Amédée II. Et donc, l'idée de centraliser est finalement assez naturelle dans un État qui se dote très vite d'une bureaucratie, une bureaucratie qu'on a pu qualifier de tentaculaire, pointilleuse et même souvent de policière. Et finalement, l'organisation des provinces du royaume de Piémont-Sardaigne et de Savoie, bien sûr, suppose quand même des principes rationnels de gouvernement. L'État a besoin d'agents bien formés et bien informés, et pour cela, l'expédition régulière depuis les différentes provinces d'énormes masses de documents provenant des institutions et des administrations provinciales est clairement l'origine des transferts d'archives à travers les Alpes, qui ne sont pas justement une frontière. Et donc le tableau des sources d'archives savoyardes est difficile à appréhender pour les chercheurs contemporains parce que nous sommes les héritiers de cette longue tradition historique. Et évidemment, à cette longue tradition historique, le XIXe siècle a ajouté la dimension nationale, nationaliste, et une dimension politique. Le Premier Empire, la Restauration sarde, l'annexion de 1860 sont autant d'occasions de reposer cette question des transferts d'archives, d'ajouter au morcellement administratif, et puis d'ouvrir la voie, évidemment, à toutes sortes de revendications de restitution d'archives. Est-ce que cette dimension nationale et politique néglige, oublie
c'est que depuis le XVIIIe siècle, à Turin, ici dans ce bâtiment, si j'ai bien compris, il y avait des archivistes. Et les secrétaires royaux, les archivistes turinois, avaient constitué des fonds structurés à partir de cette immense masse documentaire. Et les documents restitués à la France à la suite du traité de 1947 ont été bien entendu extraits de ce fonds et ont morcelé ce fonds constitué. Alors les inventaires et les index ont été transcrits en français pour la partie des documents transférés. Ils ont été dactylographiés, souvent par des personnes qui ne connaissaient pas l'italien et qui ne connaissaient pas non plus l'histoire, des secrétaires dactylographes, avec ce qui peut expliquer aussi les différences et les divergences d'appréciation sur ces inventaires que nous pouvons avoir de part et d'autre des Alpes. Mais pourtant, ces instruments de recherche dactylographiés constituent encore la principale description disponible pour ces archives transférées. Alors, les éléments des fonds d'archives conservés aux archives départementales de la Savoie et aux archives départementales de la Haute-Savoie s'organisent en 3 grands ensembles qui, heureusement, ont préservé la structure des fonds turinois d'origine. Alors, je dois ici excuser ma collègue de Haute-Savoie, Hélène Morin, qui devait faire le pendant Haute-Savoie, mais qui malheureusement est malade et n'a pas pu nous rejoindre. Je vais essayer de faire un tableau complet, mais je n'ai pas malheureusement sa communication pour être suffisamment précis. Toutefois, vu de Savoie, les archives de cour rassemblent en 6 grandes catégories, donc celles des inventaires turinois, les actes ou copies d'actes de l'administration des provinces savoyardes, mais aussi toutes sortes de rapports et de décisions locales susceptibles d'intéresser Turin, souvent pour des raisons évidentes, les éléments majeurs de l'administration, mais parfois pour des motifs très conjoncturels. Il était très courant, par exemple, quand une affaire touchait un personnage important de l'administration locale, on en référait à Turin avant de prendre la décision, même si l'intendant, sur d'autres décisions exactement similaires, était tout à fait en mesure de prendre sa décision. Donc nous avons le fonds des provinces, pour chacune des intendances savoyardes, le fonds des évêchés, le fonds des abbayes, ce fonds sur lequel j'insisterai parce qu'il est d'autant plus précieux que les sources locales de cette matière ont été quasi intégralement détruites à la Révolution. Elles avaient été, à la Révolution française, elles avaient été rassemblées dans le château de Chambéry qui a brûlé, certains disent à la suite d'un incendie volontaire ou d'un accident, on ne le sait pas. Et puis nous avons bien sûr le fonds des bénéfices ecclésiastiques, le fonds de l'instruction publique, le fonds des matières économiques dont Daniela Serreia vient de nous parler. Peut-être un des plus riches, ce dernier fonds, pour les historiens, mais aussi un des plus complexes, parce que les pièces qui le comportent, comme elle vient de nous l'expliquer, sont d'origine extrêmement diverse. Les 2 autres ensembles sont extraits du fonds de l'Agence générale des finances, toujours pour les décisions intéressant les intendants savoyards, et surtout du fonds de la Chambre des comptes de Turin, les archives camérales. Mais dans ces éléments des archives qui sont qualifiés d'archives camérales, il faut évidemment, comme on vient aussi de nous le dire, distinguer les archives de l'ancienne Chambre des comptes de Chambéry, transférées à Turin, et puis les archives de la Chambre des comptes de la capitale, de Turin, donc, qui concernent les provinces savoyardes au XVIIIe siècle, et des documents qui ont évidemment, dès leur origine, été destinés à venir à Turin, dès leur création. Et c'est au premier de ces ensembles, donc aux archives qui appartenaient à la Chambre des comptes de Chambéry, qu'appartiennent le grand ensemble, qu'on devrait plutôt qualifier d'ailleurs de collection des comptes de châtellenie et de subsides, donc 10 532 articles. La plupart sont des rouleaux de parchemin et qui sont désormais répartis entre les archives départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie. Et pour mémoire, je mentionnerai une annexe transférée au XVIIIe siècle à la Chambre des comptes de Bourgogne et concernant la Bresse et le Bugey, et que l'on retrouve aux archives départementales de Dijon. Vous voyez, le morcellement des fonds ne concerne pas uniquement les frontières transalpines. Toutefois, un bilan de ces mouvements d'archives peut être fait d'un point de vue archivistique,
mais aussi d'un point de vue de l'historiographie. Les archivistes turinois, dès le morcellement des fonds, ont engagé des travaux, donc Rosa Maria Borsalelli, et puis avec les séries Nice et Savoie, et puis, bien sûr, je me dois de mentionner, car c'est remarquable, les travaux d'Isabella Massaborici, de Marco Carassi et de toutes les équipes de l'Archivio di Stato qui, à travers les inventaires, les expositions, les cours donnés dans cette école ici, les travaux de numérisation déjà, et la diffusion qu'ils assurent, ont placé les archives de Turin, l'Archivio di Stato, au cœur des enjeux culturels de la région Piémont. Je pense qu'on peut le dire, et même probablement au-delà. Du point de vue des deux services d'archives, de Savoie et de Haute-Savoie, les documents transférés ont reçu une nouvelle cotation, la fameuse série SA pour Savoie, qui n'existe dans aucun autre département français, mais qui a été créée pour nous. L'inventaire des archives de cours a été repris pour les 259 premiers articles. Mais il faut attendre 1976 avec le guide des archives de la Haute-Savoie d'Yves Mariotte et Robert Gabion et 1979 avec le guide des archives de la Savoie d'André Perret pour avoir une présentation synthétique de ces fonds arrivés en Savoie. Et le regretté Gérard Détrat, qui travaillait aux archives départementales de la Haute-Savoie, a dressé le premier état sommaire de la série SA et des archives savoyardes de Turin en 1995. Et c'est le premier tableau réellement complet qui offre une vision à la fois vue de la France et vue depuis Turin de cet ensemble. Et malheureusement, pour les deux départements savoyards, nous ne disposons d'aucun équivalent au travail d'Alain Bottaro aux archives des Alpes-Maritimes sur les sources de l'histoire du comté de Nice à l'Archivio di Stato di Torino. C'est un de mes rêves d'arriver un jour à ce qu'un archiviste savoyard puisse établir ce travail réalisé en 2008. Voilà. Du point de vue historiographique, il est clair que les travaux sur les archives savoyardes ont souffert de ce morcellement. Et il faut constater, ça n'est pas leur faire injure, que les écoles historiques italiennes, à commencer par l'Université de Turin, ont mené des travaux de référence et de publication qui sont des références en matière d'analyse et de publication des sources, pour la période médiévale en particulier, mais aussi en matière d'histoire du droit, en histoire des institutions de l'époque moderne, avec des biographies remarquées des souverains de la Maison de Savoie, mais que cet ensemble exceptionnel de travaux historiques réalisés à Turin s'intéresse assez rarement et assez peu aux provinces au-delà des Alpes. Et en fait, donc, c'est aux historiens de l'Université de Savoie qu'appartient probablement, autour des éléments du Trésor des Chartes auxquels ils ont eu accès à Chambéry et à Annecy, d'avoir développé les études sur les origines du comté de Savoie. Christian Guiret, Jean-Michel Poisson, Laurent Ripart et leurs collègues se sont par exemple intéressés au royaume de Bourgogne autour de l'an 1000, en 2008, après que Bernard de Moss ait publié Le comté de Savoie du XIe au XVe siècle, pouvoir, château et État au Moyen-Âge, en 2000. François de Mont, de son côté, a étudié la Bourgogne transjurane, 855-1056, l'évolution des rapports de pouvoir dans le monde post-carolingien, thèse de 2002 publiée en 2008. Voilà. Le principal centre d'études historiques en Savoie se développe toutefois autour des comtes de Châtellenie. Dès 1898, l'archiviste de Haute-Savoie, Max Bruchet, a souligné pour la Revue savoisienne l'intérêt des comtes de Châtellenie de Savoie aux archives de Turin. C'est encore la question des archives de Savoie qui a conduit Robert-Henri Bautier, comme nous le savons, à découvrir, en étudiant les comtes de Châtellenie, à découvrir cette source et à initier son travail qu'il a publié avec Janine Sornet et qui forme les sources de l'histoire économique et sociale du Moyen-Âge, publié en 1968, et qui sont, dans l'historiographie française, encore de nos jours, un élément de référence en matière d'histoire médiévale. Un autre exemple de travaux transfrontaliers sur les sources d'archives doit être relevé, même s'il ne porte pas sur les archives revenues en Savoie, mais il se situe certainement dans la même mouvance. L'Université de Lausanne a publié dans les années 1980 de nombreux travaux innovants utilisant le Trésor des Chartes et les comtes de Châtellenie, et en particulier, bien sûr, je pense à Bernard Randenmatten,
qui a écrit La Maison de Savoie en Pays de Vaud, 1990. Et c'est à Christian Guilleret qu'il revient d'avoir lancé en France un très important et fructueux mouvement d'études et d'édition des sources turinoises, Des rouleaux et des hommes, première recherche sur les contes de Châtellenie-Savoyarde, dans la revue Études savoisiennes en 1992. À partir de 1996, Christian Guilleret a pu utiliser les nouveaux moyens de numérisation dont nous disposions aux archives départementales de la Savoie pour envisager de mettre en ligne et surtout lancer un grand travail d'édition collaborative de ces contes médiévaux sur le site internet que vous connaissez certainement, castellanier.net. La totalité des contes du XIIIe siècle sont désormais disponibles ou publiés, ainsi que nombre de contes de Châtellenie qui ont attiré l'attention des chercheurs sur la totalité des périodes. Et Christian Guilleret, toujours, a pu donner un exemple des résultats de ce travail d'édition quand il a publié la première partie de l'histoire du château des Ducs de Savoie, le château des Ducs de Savoie, 10 siècles d'histoire, en 2011. Mais dans un domaine plus scientifique, puisque là il s'agit d'un ouvrage grand public, nous pourrions parler aussi de la table ronde dirigée par Guido Castelnuovo et Olivier Matteotti en octobre 2011, de part et d'autre des Alpes, les châtelains des princes à la fin du Moyen-Âge. Voilà. Comment donner une vision de ce que peut être le développement futur de ces recherches? Je dirais que les archivistes ont certainement un rôle à jouer, et je reviens à une idée qui a été avancée beaucoup et que nous sommes maintenant la plupart des archivistes à partager, aussi bien à Turin qu'à Annecy, à Chambéry, et j'espère au-delà. Utiliser enfin les progrès des moyens de numérisation, les progrès de la diffusion sur Internet pour reconstituer un jour virtuellement et publier ces fonds des archives de Savoie qui sont morcelés définitivement, je crois qu'on peut l'affirmer, et pourquoi pas en commençant évidemment par le grand fonds des archives de cours qui nous donnerait une vision institutionnelle absolument exceptionnelle. Merci. Merci Jean aussi pour les perspectives du futur.